Alors, on va parler de avant le Big Bang, mais avant de parler d'avant le Big Bang, j'aimerais d'abord expliquer ce que n'est pas le Big Bang, puis ce qu'est le Big Bang, puis il faut comprendre le Big Bang, qui n'est pas celui qu'on peut expliquer en quelques phrases, pour arriver après aux spéculations théoriques modernes sur quelles sont les possibilités conceptuelles sur une description avant le Big Bang, dans le sens que je préciserai. Alors, d'abord pour tordre le cou à certaines idées toutes faites, le Big Bang n'est pas une explosion de matière dans un espace préexistant, c'est-à-dire, contrairement à ce que, aux conceptions habituelles que l'on a de la réalité, qui date du XIXe siècle, ça n'est pas d'abord l'existence d'un temps qui s'écoule comme ça, indépendamment de tout ce qui existe dans l'univers à partir d'un temps zéro et puis qui continue, et ça n'est pas l'explosion dans un espace préexistant de ce que le maître avait appelé un atome primitif, soit une concentration locale de matière qui après devient une boule de feu et qui se met à remplir tout l'espace. Ensuite, cette boule de feu se refroidirait petit à petit. On va voir qu'il y a quelque chose comme une boule de feu et comme un refroidissement, mais l'idée essentielle, c'est qu'il n'y a pas d'espace préexistant. En fait, on va commencer par réviser les concepts anciens que tout le monde a, qui datent du XIXe siècle, et qui ne permettent pas d'appréhender vraiment ce qu'est le Big Bang, et encore moins avant le Big Bang, qui est, avec ces divers concepts, c'est que le temps s'écoule, comme ça, indépendamment de la matière, que l'espace préexiste à la matière, que l'espace est conçu comme une espèce de grande boîte infinie, que le temps aussi est infini, entre moins l'infini et le futur, que la géométrie de l'espace est celle qu'on apprend à l'école, avec des triangles, des angles droits, des théorèmes de Pythagore, que temps et espace sont des structures séparées l'une de l'autre, que le temps est très séparé de l'espace. Tout ça, ce sont les conceptions ordinaires, et il faut les changer pour arriver à comprendre ce que veut dire Big Bang. Alors, le concept de Big Bang, en fait, se comprend et n'existe vraiment qu'à l'intérieur de la théorie de la relativité générale d'Einstein, laquelle a bouleversé nos concepts d'espace et de temps. Et l'idée essentielle de la théorie d'Einstein, que je vais essayer d'expliquer rapidement, c'est que, d'abord, on remplace espace et temps séparés par une structure unifiée qui est l'espace-temps, mais que cet espace-temps devient une structure élastique qui a des propriétés qui peut être déformée par la matière. On va voir dans quel sens l'espace-temps est une structure élastique. Mais ça sera pour comprendre ce qu'est le Big Bang, au sens habituel. Mais pour comprendre avant le Big Bang, il faut encore aller au-delà de la théorie d'Einstein et prendre un cadre plus large, qui est le cadre de la physique théorique actuelle, qui essaye d'unifier de façon profonde deux des plus grandes théories du XXe siècle, la théorie d'Einstein de la relativité générale et la théorie quantique, qui ont des problèmes de compatibilité entre eux. Et le meilleur espoir que l'on a à l'heure actuelle de rendre compatible la théorie d'Einstein et la théorie quantique, ça s'appelle la théorie des cordes. Je dirai très rapidement ce que ça veut dire, théorie des cordes. Et j'indiquerai justement, comme les concepts de avant le Big Bang en général sont suggérés par ce qui se passe en théorie des cordes, j'expliquerai rapidement ça avant de pouvoir expliquer ce que ça veut dire avant le Big Bang. Bien. Quels sont les bouleversements apportés par la théorie d'Einstein? Alors, il y a beaucoup de bouleversements, mais j'aimerais en expliquer un qui est un des plus simples à expliquer en fait, mais qui est peut-être le plus surprenant et le plus difficile à appréhender. C'est que l'espace n'est pas nécessairement infini, comme il l'était avant la théorie d'Einstein, où depuis les Grecs, des atomes et du vide, le vide était, ce qui reste quand on enlève toute la matière, si vous voulez, mais était conçu comme quelque chose d'infini, un réceptacle infini dans lequel la matière pouvait exister. En théorie d'Einstein, l'espace peut être fini. Bien. Alors expliquons ce que ça veut dire un espace fini pour éviter l'idée, je vais essayer d'éviter l'écueil que l'on trouve dans beaucoup d'exposés de vulgarisation. On dit l'espace fini, c'est comme la surface d'une sphère, parce que tout le monde pense, oui, mais alors la sphère, elle est dans un espace ambiant, et alors, qu'est-ce que c'est que cet espace ambiant?
Donc je vais expliquer ce que c'est qu'un espace fini sans espace ambiant. Alors pour ça, prenons un espace à une dimension, c'est-à-dire une ligne droite infinie. Une ligne droite, c'est à part les nœuds, c'est quelque chose comme ça. Infini, ça veut dire ça va à l'infini dans les deux sens. Et justement, comme cet objet-là, on suppose qu'il y a une mesure de distance qui est donnée dans cet espace-là, et qui justement là est représentée par ici 20 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm, que vous avez non seulement un espace infini, mais vous avez la notion de distance tout le long de cet espace. Alors qu'est-ce que c'est qu'un espace fini à une dimension? Ça consiste, alors d'abord une première représentation, ça consiste à quoi considérer une ligne infinie, mais un cercle. Comme si ce truc-là était en caoutchouc, et je puisse le tordre pour rabouter ce bout-là à ce bout-là. Donc là, j'aurai une structure qui a une distance, qui est toujours un espace. Si on avait des êtres infinitésimaux qui puissent vivre que le long d'une ligne, ils pourraient vivre totalement dans cet espace. Et cet espace, je peux le recouvrir entièrement par un nombre fini d'unités. Par exemple, une dizaine de fois les 20 cm, ça fait tout le tour de l'espace. Donc un insecte qui ne vit que là-dedans, il peut faire tout le tour et il revient sur ses pas. En fait, cette représentation-là a l'inconvénient, elle est correcte, c'est un cercle au sens mathématique abstrait, elle a l'inconvénient de dire vous ne pouvez me représenter un espace fini qu'en supposant que je puisse tordre mon espace dans un espace ambiant. Okay. Et pourquoi on ne voit pas cet espace ambiant? Ça n'est pas nécessaire de faire ça, et en fait ça va être très utile de s'habituer tout de suite à une autre représentation de l'espace fini à une dimension, qui consiste à prendre un morceau de la droite infinie, par exemple celui-là, si on supposait que ça c'était infini, je prends le morceau de là à là, et puis je m'arrête. Mais alors du coup c'est un espace qui a des bords, okay, et je veux parler d'un espace fini, compact, sans bords. Et bien maintenant ce que vous faites c'est une opération d'identification, c'est-à-dire vous dites que mathématiquement le point qui est à ce bout-là est simplement strictement le même que le point à ce bout-là. Ce qui veut dire que si vous avez un insecte qui se déplace sur cet espace à une dimension, quand cet insecte arrive à ce bout-là, il se retrouve à l'autre bout. Donc, vu de son point de vue, l'espace est absolument fini. Quand il sort par là, il rentre par là. C'est une opération mathématique qui est bien définie et qui permet de définir un espace fini comme ça, compact sur lui-même, sans avoir à le plonger dans un espace ambiant. Et cette opération-là d'identification, on va la faire tout le temps le long de cet exposé, parce que ça oblige à penser à un espace fini. Alors, regardons tout de suite des cas à deux dimensions. Ça, c'était un espace à une dimension. Qu'est-ce que c'est qu'un espace infini à deux dimensions? C'est un plan infini, comme le plan de cette table, en supposant qu'il part à l'infini dans toutes les directions. Bien. Alors, si je veux représenter des espaces maintenant finis à deux dimensions sous forme de plongement, il y a en fait plusieurs possibilités topologiques. Un espace fini à deux dimensions peut avoir la topologie de la surface d'une boule, un peu une sphère, peut avoir la topologie de la surface de cet anneau-là, un tore, ou peut avoir des topologies plus compliquées, comme ce tore à deux trous, ce tore, etc., à quatre trous, ou un nombre infini de trous. Ça, ce sont tous des espaces infinis, et ça illustre le fait que ces espaces-là peuvent avoir des configurations dites topologiques, c'est-à-dire qu'on peut aller par exemple d'un point à un autre ici par plusieurs chemins selon qu'on passe par tel ou tel trou et qu'on revient, et que ces chemins ne sont pas transformables les uns dans les autres. Mais l'inconvénient de cette représentation, c'est que là, pour représenter la surface de la sphère, je suis obligé de la prolonger encore dans un espace plus grand. Alors comment est-ce que je peux refaire ce que j'avais fait avant, représenter un espace fini à deux dimensions, en ne connaissant que le plan est sans plongement? Eh bien, vous pouvez le faire encore par des questions d'identification. Donc, par exemple, vous prenez, je vais définir un tore à deux dimensions, ça va être un espace à deux dimensions. Il y a deux directions dans lesquelles je peux me déplacer dans l'espace, et je le prends de la façon suivante. Je prends justement, par exemple, un de ces plaques de verre qui est là, et je vais dire que quand un objet ou un animal se déplace dans cet espace-là, quand il arrive à ce bord-là, il réapparaît instantanément au point correspondant à l'autre bord là. Donc ça définit tous les mouvements possibles. Quand il passe par là, il ressort par là. Et quand cet insecte essaye d'aller vers ce bord là, il réapparaît instantanément au point correspondant de l'autre côté. Ce qui fait que, vu de son point de vue, il peut se déplacer sans jamais rencontrer de bord dans cet espace. Chaque fois qu'il rentre là, il ressort par là, etc.
Et donc ça, c'est un espace que l'on peut recouvrir par un nombre fini d'unités de surface, un espace absolument fini, où on ne voit jamais aucun bord. Et cette topologie, en fait, c'est la topologie de cet anneau, ce qu'on appelle le TOR. Pourquoi? Parce que dans l'opération d'identification, où j'identifie tous les points ici à un point correspondant là, si je me permets maintenant de faire du plongement, ça sera équivalent à replier cette feuille dans cette direction-là. Et donc déjà, l'identification de ce bord-là avec ce bord-là me donne mathématiquement quelque chose qui est équivalent à ça. Et quand maintenant j'identifie chaque point de ce bord-là à un point de ce bord-là, ça revient à faire une autre identification dans ce sens-là, qui donc donne un anneau comme ça. Et maintenant qu'on voit qu'on peut faire des tors comme ça à 2 dimensions, on peut définir un tore à 3 dimensions, c'est-à-dire vraiment représenter l'espace au sens habituel, avec des 3 dimensions, comme l'intérieur de cette pièce, mais en faisant 3 identifications, qui sont les suivantes, c'est-à-dire, bon, en général, les pièces sont plutôt déclic, pas celle-là, mais supposons que quand j'essaye d'aller tout droit vers ce mur-là, pile sur ces cils, je réapparais derrière le tableau et je sors du tableau quand j'essaye de sortir par là. Et si j'essaye de sortir de ce côté-là, je réapparais de l'autre. Si j'essaye de passer dans le plafond, je reparaîs par le plancher. Donc ça définit un espace dans lequel il n'y a pas de bord, parce que vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe dans le tableau? C'est un bord? Non, parce que vu d'ici, il n'y a rien. Quand je traverse là, je ressors instantanément là, il n'y a pas de frontière. Donc ce point-là n'est pas particulier. Aucun plan n'est particulier. Donc là, on a un espace tout à fait fini, que je n'ai pas besoin de plonger dans un espace de 3 dimensions, qui est à 3 dimensions. Je peux me balader dans les 3 directions de l'espace, et qui est fini, compact, comme on dit à la télé. Donc ça, c'est important parce que on ne sait pas d'ailleurs quelle est la vraie topologie de l'espace, mais dans la suite, pour certaines théories, en particulier liées aux théories des cordes, il est probable que l'espace est vraiment fini, mais ça ne veut pas dire et en expansion. Et j'expliquerai ce que c'est qu'un espace fini en expansion. Et on n'a pas besoin de se torturer le cerveau en se disant est-ce que je dois plonger notre espace à 3 dimensions comme une sphère dans un espace à 4 dimensions, puis je rajoute le temps, ce qui fait 5 dimensions. Non, vous pouvez penser un espace en expansion à 3 dimensions avec le concept habituel. Alors justement, espace en expansion. Ça c'est là. On va commencer par une première approche un peu plus précise que l'approche mauvaise que je disais au début. L'essentiel du Big Bang, c'est de dire que c'est un espace en expansion. C'est-à-dire, ce qui est en expansion, ce n'est pas la matière qui est dans l'espace, c'est l'espace lui-même, vraiment. Et aussi, on va voir, parce que la matière qu'il contient, mais dans cet espace en expansion, il y a toujours et partout une matière qui est une espèce de gaz qui remplit uniformément l'espace. C'est-à-dire, il y a autant d'atomes de ce gaz qui contient d'ailleurs de la lumière et de la matière, il y a autant d'atomes de ce gaz ici dans l'espace, ou plus loin, ou là-bas à l'autre bout de l'espace, et en même temps, sans doute, enfin pour la démonstration ici, c'est fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un espace en expansion? Ça veut dire, je reprends ma définition d'un espace à 3 dimensions finies, c'est une boîte où j'identifie les côtés, donc tout ce qui existe, c'est à l'intérieur de cette boîte, il n'y a rien à l'extérieur. Quand un atome de gaz essaye de franchir la frontière, il se retrouve de l'autre bout. Eh bien, dire que cet espace est en expansion, ça veut dire que la longueur que doit parcourir un atome de gaz avant de revenir sur ses pieds, bon, parce qu'on peut associer à tout espace, par exemple, quand j'avais un espace fini, il a une longueur totale qui est le nombre de fois avec lequel je vais pouvoir le recouvrir en portant une longueur étalée. Donc tout espace fini a une taille caractéristique, qui est finie justement, et un volume caractéristique. Et donc un espace en expansion, c'est un espace qui est toujours fini, mais quand vous essayez de mesurer la taille de cet espace, eh bien elle grandit au cours du temps. Elle est plus petite au départ et elle est plus grande après. Donc ça, c'est un espace fini en expansion, qui est rempli donc au cours de l'écoulement du temps, parce qu'on va maintenant modifier le temps, mais pour le moment, je présuppose une conception habituelle du temps. Le temps s'écoule là, encore extérieurement, on n'est pas encore complètement en théorie d'Einstein. Et le gaz qui remplit cet espace devient de plus en plus froid. Bien. Alors, les choses importantes, c'est que d'abord, ici, on voit l'expansion de l'espace sans avoir besoin de le plonger dans un espace ambiant. Et bien sûr, il n'y a jamais de centre de l'expansion. Quand vous êtes là, tout point de ce cube en expansion est absolument équivalent à un autre point, même si c'est un point au bord. Il n'y a nulle part dans l'espace un endroit où avait eu lieu l'explosion du Big Bang. Ça n'est pas ça. Le Big Bang, c'est tout l'espace qui est en expansion. Bien. Donc, de ce point de vue-là, le Big Bang est plutôt une explosion de l'espace
que de la matière dans l'espace. Mais ici, comme je disais, c'est qu'une première approche, on a gardé la notion de temps comme étant séparée. Alors la théorie d'Einstein modifie ça profondément. En fait, en théorie d'Einstein, le Big Bang, ce n'est pas un espace en expansion, c'est un espace-temps en expansion. Alors, illustrons ça en utilisant les outils introduits jusqu'ici. Comme on va être obligé de rajouter la dimension temporelle à la dimension spatiale, et qu'on est limité pour faire des dessins, surtout sur une feuille de papier, à essayer de représenter l'espace habituel comme ça à 3 dimensions, je vais représenter un espace-temps à 3 dimensions. Notre espace-temps à nous a 4 dimensions, puisqu'il y a les 3 dimensions d'espace et la dimension de temps. C'est compliqué à dessiner, donc je vais dessiner un espace-temps à 3 dimensions dans lequel l'espace a 2 dimensions. Donc l'espace, c'est comme l'ensemble des points dans une plaque, une surface à 2 dimensions, que je vais toujours supposer être un espace fini, le genre torique au sens où j'ai défini, c'est-à-dire je prends une plaque comme ça et j'identifie toujours le bord, ce bord-là avec ce bord-là, ce bord-là avec ce bord-là. Donc c'est un espace fini à 2 dimensions, que je peux représenter toujours comme ça, par un objet comme ça, en me rappelant, ça, oui, pardon, ces tranches-là représentent l'espace à chaque moment, avec l'identification de ce bord-là avec ce bord-là, avec ce bord-là avec ce bord-là. Je rajoute le temps comme une direction verticale, comme dans la dernière phrase du temps retrouvé de Proust, où il nous dit que le temps, c'est une espèce de dimension supplémentaire, comme si les hommes étaient sur des échasses qui vont à l'infini dans le passé et sur lesquelles ils sont juchés et ils risquent à tout moment de tomber. Je rajoute cette dimension verticale, qui veut dire quoi? Qui veut dire que les instants plus tôt dans le passé sont représentés vers le bas, disons par convention, ou vers le haut, peu importe, c'est juste un dessin. Et donc, dans les instants plus bas, je considère un espace en expansion, qui était donc mon petit espace à 2 dimensions fini, rempli d'un gaz très très chaud au voisinage de Big Bang, dans le sens graphique. Puis, quand je remonte dans le temps, je représente le même espace, mais maintenant, c'est comme un jeu de cartes. Le temps est la dimension verticale, comme dans un jeu de cartes, vous empilez les cartes, il y a la hauteur qui représente le temps, et chaque carte représente l'espace. Et donc toutes ces cartes représentent l'espace à des temps variés, qui sont remplis d'un gaz, qui sont en expansion, et la température du gaz diminue. Toute la convention dans la suite va être bien sûr que le rouge est très chaud, l'orange est moyennement chaud, et le bleu va vers le froid. Donc vous avez cette représentation-là, et vous empilez tout ça. Donc ça, c'est vraiment, et vous vous rappelez que vous identifiez les bords. Ça, c'est un espace-temps, déjà, einsteinien, qui est en expansion. Bien. Alors on peut même, une fois qu'on a compris cette représentation de l'espace-temps, du Big Bang en expansion, on peut même se simplifier encore pour arriver à compliquer d'autres choses, qui est de représenter un espace-temps à 2 dimensions seulement, c'est-à-dire une dimension d'espace et une de temps. C'est une gymnastique intellectuelle qui est utile pour la suite. Alors qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps à 2 dimensions? Ça consiste à représenter, à empiler comme ça verticalement, une succession d'espaces à une dimension. Donc les espaces à une dimension, c'est des morceaux de ligne dans lesquels j'identifie les bouts. Mais ces morceaux de ligne sont en expansion, donc au cours du temps, quand je fais l'empilement, ils sont de plus en plus grands. Donc si j'empile comme ça des lignes de plus en plus grandes, ça fait une structure qui est comme ça. J'identifie toujours les bouts de cette ligne, ce qui fait que si j'ai des êtres qui vivent à l'intérieur de cet espace et qu'ils essayent d'aller dans l'espace, dans cette direction-là, ils vont se retrouver de l'autre côté. Et le tout est rempli d'un gaz qui se refroidit au cours de l'expansion. Donc là aussi, nous avons une représentation d'un Big Bang, cet espace fini avec un gaz de plus en plus chaud et qui est en expansion vers le fond. Et vous voyez que pour cet espace-temps-là, je n'ai pas besoin d'introduire un espace ambiant. Il n'y a pas... Une fois que j'identifie ça et ça, le reste n'existe pas. L'espace-temps, c'est uniquement ce qui est à l'intérieur de ça, et avec cette identification, rien d'autre d'ambiant n'existe. Bien sûr, il n'y a jamais de centre d'expansion, et la taille de l'espace augmente avec la dimension verticale. Et on va voir dans la suite, ce qui est très important dans l'approche conceptuelle de la théorie d'Einstein, c'est qu'en plus, il n'y a pas de séparation entre temps et espace, c'est-à-dire que la distinction entre temps et espace, comme disait Einstein, ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Autrement dit, l'habitude que l'on a de faire des tranches successives pour définir le temps n'existe pas en théorie de la relativité générale. C'est le bloc espace-temps qui est donné, mais on va y revenir. Bien. Alors ça, c'était un aspect de la théorie d'Einstein, qui est cet aspect topologique et l'expansion. Mais bien sûr, la théorie d'Einstein, c'est un espace-temps courbe, et je vais essayer d'expliquer sans plongement encore ce que c'est qu'un espace-temps courbe. Pour ça, expliquons ce que c'est qu'un espace courbe à 2 dimensions.
Alors, la représentation habituelle que l'on essaye de donner d'un espace courbe à 2 dimensions, ça consiste à prendre un espace, une surface plongée dans l'espace ambiant à 3 dimensions. Donc je prends une certaine surface, peut-être bosselée, évidemment avec ce papier il faudrait l'étirer comme du caoutchouc, qui est cet espace-là avec des bosses et sur lequel vivent des insectes, disons, qui ne voient que ce qui est à l'intérieur de l'espace. Et eux se rendent compte que quand ils essayent de mesurer les distances pour aller d'un point à un point, parfois tel chemin est plus court que tel autre, et puis s'ils essayent de dessiner un triangle quelque part, ils vont se rendre compte que la somme des angles de ce triangle n'est pas égale à 180 degrés, parce que sur la surface, la géométrie est déformée par rapport à la géométrie du plan. Ça, c'est une première représentation, mais elle a l'inconvénient de toujours supposer que l'espace à 2 dimensions est plongé dans quelque chose de plus grand. Alors, faisons abstraction totalement du plongement et définissons une géométrie courbe sans plongement. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut le faire en considérant, en définissant la géométrie de n'importe quel espace, mais par exemple d'un plan, par ce qu'on appelle géométrie. Après tout, le mot géométrie a été, c'est un mot grec, mais qui était utilisé par les Égyptiens après les crues du Nil pour remesurer leur champ. Donc c'était des opérations d'arpentage qui consistent sur le sol à mesurer des distances pour savoir l'ensemble des distances qui étaient à 10 mètres de leur arpent, définissaient leur champ, etc. Et donc pour définir la géométrie, il suffit de se définir au voisinage de chaque point de l'espace l'ensemble des points qui sont à une distance unité de ce point-là, par exemple 20 cm, un empan. Donc l'ensemble des points qui sont à 20 cm ou à 1 cm d'un point définit, si je le reproduis en chaque point de l'espace, ça me définit bien ma géométrie, parce que si je connais au voisinage de tout point l'ensemble des points qui sont à 20 cm de ça, par recollement successif, je saurais calculer toutes les distances. On démontre en fait ça suffit, même si ce n'est pas totalement évident, on a cette information-là pour redémontrer tous les théorèmes qu'on veut de la géométrie. Et alors, de ce point de vue-là, une géométrie habituelle, dite euclidienne, celle dont les Grecs parlaient, qui est la géométrie d'un plan comme ça, elle consiste simplement à se donner effectivement ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire un ensemble de cercles qui sont tous égaux les uns entre eux. Ils sont tous, si je transporte ce cercle-là, il est égal à celui-là, il a la même gueule, etc. Ça, c'est la géométrie d'un espace plat. Alors, quelle est la géométrie d'un espace courbe, mais que je veux représenter? Je vais prendre maintenant un espace mathématique qui n'a que 2 dimensions et je vais définir un espace courbe sans avoir à le courber. Alors la façon dont vous pouvez le faire, c'est une opération de projection qui est de dire, vous partez d'un espace que vous savez être courbe, qui est cette courbe, cette surface, qui est toute tordue, et si vous essayez de mesurer l'ensemble des points qui sont à une certaine distance d'un point donné sur cette surface, ça va faire, surtout si c'est un petit cercle, ça va faire des petites pastilles comme ça qui sont localement des cercles, comme des pastilles de couleur, mais qui sont plongées, qui sont collées sur la surface. Mais pour représenter ça sans utiliser l'espace ambiant, je projette tout ça par une opération mathématique où, par exemple, j'éclaire d'un point à l'infini, et toutes ces pastilles vont être représentées par des ombres sur un plan en dessous. Donc j'ai ma surface courbe là et j'ai mon système d'ombres. Et toutes ces ombres-là représentent aussi bien ma géométrie, c'est la même géométrie que celle-là. Si j'ai un insecte qui se déplace là, son ombre va se déplacer aussi. Si cet insecte fait des mesures de distance, son ombre va faire les mêmes mesures de distance. Quand l'insecte dira ça c'est un cercle unité, je dois donc dire que la projection de l'ombre de ma pastille définit le cercle unité. Donc, finalement, un espace courbe à 2 dimensions, c'est défini en se donnant un plan, comme ça ordinaire, mais dans lequel maintenant vous dites que l'ensemble des cercles qui représentent les points à distance unité d'un point fixé ici, au voisinage de chaque point, ne sont plus des cercles, mais sont la projection de ces pastilles par cet effet de projection. Et quand vous projetez un cercle par rapport à, comme ça, s'il a un certain angle par rapport à la direction de projection, ce que vous obtenez, c'est une ellipse, en fait. Donc une ovale, disons, une ellipse. Donc finalement, la géométrie courbe d'un plan est représentée en se donnant à chaque point, comme ça, des ellipses. Et justement, le fait que ça soit courbe, c'est que ces ellipses ne sont jamais les mêmes, et que si on a une qui a l'air de ressembler à sa voisine, un peu plus loin, elles se mettent à se tordre un peu dans tous les sens. Et donc ça définit strictement, stricto sensu, c'est comme ça en théorie d'Einstein on définit un espace courbe à 2 dimensions, un espace courbe à 2 dimensions. Et l'avantage de cette représentation-là, c'est qu'on va pouvoir la généraliser à 4 dimensions, et que je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est qu'un espace-temps courbe à 4 dimensions. Alors, mais d'abord je vais définir ce que c'est qu'un espace-temps plat, parce que
pour le moment, j'ai introduit l'espace-temps en disant je mets ensemble espace et temps. Mais ils sont mis ensemble un peu artificiellement. Pour qu'il y ait une géométrie, il faut qu'il y ait une notion de distance entre deux points de l'espace-temps. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un point de l'espace-temps? Un point de l'espace-temps, ça consiste à se donner un point dans l'espace et un moment dans le temps. Autrement dit, c'est un événement. C'est quelque chose d'extrêmement bref qui se passe quelque part et à un moment précis. Donc c'est des événements comme ça dans l'espace-temps. Et donc maintenant, une géométrie d'espace-temps consiste à se donner entre deux événements qui ne sont pas forcément, correspondent pas forcément au même espace, ni au même temps, etc., une distance. Et donc, pour faire ça, je vais me redonner, comme l'histoire des pastilles qui représentaient les cercles, l'ensemble des points à une distance unité, je vais me donner ce qui, en théorie d'Einstein, représente l'ensemble des points à distance unité d'un point de l'espace-temps. Eh bien, en fait, dans l'espace-temps dit plat, qui est l'analogue de l'espace-temps d'Euclide pour la théorie d'Einstein, et qui a été introduit par le mathématicien français Henri Poincaré en 1905, puis par le mathématicien allemand Hermann Minkowski en 1908, la géométrie de cet espace-temps, la géométrie la plus simple, consiste à se donner comme ensemble des points qui sont à distance unité d'un point P donné, cette courbe-là, qu'on appelle une hyperbole. Alors, une des rares équations que vous verrez consiste à écrire que l'équation d'une hyperbole est donnée par une forme comme ça quadratique, x2 moins t2 égale à 1. Donc c'est l'ensemble des points comme ça. Mais géométriquement, je vais utiliser que ces dessins-là. Ce dessin-là définit en fait la géométrie de l'espace-temps de Poincaré-Minkowski pour un espace-temps à 2 dimensions. Si je prends un espace-temps à 3 dimensions, l'ensemble des points devient cette hyperboloïde, qui est cette gorge-là, qui est donnée par cette équation-là, si vous voulez voir une équation. Et le point important, c'est que cette géométrie-là est telle que tous les hyperboloïdes sont les mêmes. Celui-là est égal à celui-là, etc. Ça, c'est une géométrie, justement, comme la géométrie plate. C'est la géométrie plate de l'espace-temps. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie d'Einstein? C'est un espace-temps courbe. Et je vais vous définir dans ce transparent toute la théorie d'Einstein. Et ce que je dis là, c'est vraiment la théorie d'Einstein. Ni plus ni moins, sauf qu'il n'y a pas d'équation. Enfin, elles sont mises pour que les gens puissent s'y retrouver, ceux qui connaissent les équations. Mais c'est le contenu exact de la théorie d'Einstein. Ça consiste d'abord à se donner un espace-temps courbe. Et un espace-temps courbe, ça consiste à se donner le même genre, justement, d'hyperboloïdes en chaque point qui représente l'ensemble des points à distance unité d'un point donné, partout dans mon espace-temps, au nombre de dimensions que je peux dessiner. Mais maintenant, les hyperboloïdes sont déformés les uns par rapport aux autres. Et ils sont déformés aussi par des opérations de projection, ce qui veut dire, par exemple, vous les écrasez un peu dans une dimension, comme s'ils étaient projetés d'une dimension supplémentaire. Mais ça reste, au sens mathématique, des hyperboloïdes, c'est-à-dire des choses données par une forme quadratique, comme on dit. Mais donc ça, c'est l'espace-temps courbe d'Einstein. Bien. Mais qu'est-ce que c'est que la théorie d'Einstein? C'est pas simplement un espace-temps courbe, ça consiste à se dire que l'espace-temps est non seulement courbe, mais il est élastique. Autrement dit que la courbure de cet espace-temps, et je vais définir la courbure, est liée à la présence ou non de matière. Quand il y a de la matière, de l'énergie, de la masse qui est répartie dans l'espace-temps, eh bien, cela déforme la géométrie. Ça n'est plus la géométrie de Poincaré-Minkowski, c'est une nouvelle géométrie einsteinienne qui est déformée par la présence de matière. Et l'équation d'Einstein, que mathématiquement on écrit comme ça, peut s'écrire graphiquement de la façon suivante. Qu'est-ce que la courbure? L'équation d'Einstein dit d'un côté ce qu'on appelle courbure, c'est-à-dire déviation par rapport à un espace-temps plat, est liée à la présence de masse et d'énergie. Eh bien, la courbure veut dire, c'est la différence entre se donner comme ça ces hyperboloïdes d'unité, tous déformés, par rapport au cas simple où ces hyperboloïdes seraient le même. Donc il y a une opération mathématique que l'on peut faire qui est de faire, effectivement, de calculer mathématiquement de combien ce truc-là, localement, diffère de celui-là. Ça, c'est une opération précise qui correspond à un certain truc mathématique qu'on appelle tenseur d'Einstein. Et dans le monde de droite, cette différence, là, ce qui est donc non plat dans l'espace d'Einstein, est engendré par quelque chose, et ce quelque chose est aussi, en général, un genre hyperboloïde ou un ellipsoïde. C'est-à-dire aussi une forme quadratique, et donc, géométriquement, vous voyez que vous identifiez des différences hyperboloïdes à quelque chose comme un ellipsoïde, qui a cette forme-là, et cet objet-là représente la densité d'énergie, les pressions qui existent dans l'espace, et même aussi les flux d'énergie qui peuvent exister. Tout ça est représenté aussi par un ellipsoïde. Et on verra plus tard qu'il se passe des choses très importantes dans le Big Bang si cet ellipsoïde commence à changer de forme, en fait. Donc c'est une raison assez simple. Donc maintenant, je peux vraiment dire ce que c'est que le Big Bang, et dire quelles étaient les prédictions de la théorie d'Einstein. Dans le cas simple, où on suppose que l'espace est rempli de lumière et de matière, c'est-à-dire de radiation,
la lumière ordinaire, et aussi d'autres genres de radiation peut-être, et de particules massives. Bien. Eh bien, les équations d'Einstein que je viens d'écrire, on peut les résoudre. Ces équations disent comment doit varier le champ espace-temps, cet espace-temps élastique qui contient de la matière. Le champ des distances unités devient déformé par la présence de matière, et ça, c'est des équations mathématiques que vous pouvez résoudre. Elles ont été résolues pour la première fois par Friedman en 1922, et il a obtenu comme surprise que nécessairement les solutions sont soit en expansion, soit en contraction. Mais comme il n'y a pas de solution du temps privilégié, on peut toujours dire que c'est une expansion. Et voici la représentation, maintenant pratiquement complète, de l'espace-temps vraiment du Big Bang. Alors, d'abord c'est un espace-temps ici représenté à 2 dimensions. Donc ici c'est, comme dans les jeux de cartes autrefois, tutti frutti, on met ensemble tout. L'espace, je l'identifie ce point-là, c'est un espace à 1 dimension qui est fini, plus le temps qui est comme ça. Il est rempli d'un gaz qui est très chaud dans le fond de l'espace-temps et moins chaud quand je monte vers le haut de l'espace-temps, mais peu importe, je pourrais représenter le Big Bang comme ça. Il n'y a pas de notion de temps intrinsèque a priori, sauf par ce qui est donné à l'intérieur de l'espace-temps. Il y a ce champ qui représente la géométrie de l'espace-temps, l'ensemble des points de distance unité, qui est déformé, qui n'est pas quelque chose de plat, mais qui est déformé, vous voyez, par quelque chose qui est lié justement à cet effet d'expansion. Et là, on voit l'expansion à plusieurs niveaux. En particulier, on voit l'expansion au fait que si j'essaie de mesurer la taille totale de l'espace, eh bien, ça augmente quand on fait des tranches successives comme ça. Donc, vous pouvez lire les mots qui sont écrits ici. Alors, ce qui est aussi important, c'est que, où est-ce qu'on est, nous, là-dedans? Alors, le hic et nunc, l'ici et le maintenant, correspond à un point non privilégié de l'espace-temps, qui est représenté ici, par exemple. Mais ça, c'est un événement, ça veut dire vraiment le hic et nunc, l'ici et le maintenant. Et on peut regarder la lumière qui nous vient de tout l'espace du passé, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace dans l'espace-temps, et cette ligne verte représente toute la lumière que l'on peut recevoir de toutes les directions. Comme mon espace ici n'a que 2 dimensions, j'ai un espace à 1 dimension plus un temps à 1 dimension, ça veut dire que je suis le long d'une ligne, et donc je ne peux recevoir de la lumière que soit de la droite, soit de la gauche. Mais si j'étais dans un espace à plus de dimensions, je pourrais recevoir de la lumière de toutes les directions. Et donc cet objet-là deviendrait un cône, comme ça il acquérerait des dimensions supplémentaires. Et en tout cas, ça c'est ce qu'on appelle le cône de lumière. Et le point important, c'est que là j'ai tout l'espace-temps, qui peut être beaucoup plus grand, parce que ici ça peut être beaucoup plus grand que ce que j'ai représenté, mais tout ce que je peux voir de l'espace n'est qu'un petit morceau en fait de tout cet espace-temps. L'ensemble de l'univers visible est a priori beaucoup plus petit que tout le reste de l'espace-temps. Vous voyez, en particulier, le point important, c'est que les lignes noires ici, les lignes marron, pardon, représentent des particules massives qui peuvent former des galaxies après, qui représentent la matière qui se déplace dans l'espace-temps. Et donc, vous voyez que la lumière a un horizon, c'est-à-dire elle ne verra jamais au-delà de ce morceau de matière-là. La matière qui est par là est à jamais invisible. Enfin, pas à jamais, parce que si vous attendez quelques milliards d'années, vous allez pouvoir plus voir. Et en tout cas, pour nous, même si les instruments deviennent meilleurs, ils ne verront jamais tout l'espace-temps. Bien. Et ça, c'est une prédiction de la théorie d'Einstein. Et donc, le point important, c'est que ce qu'on appelle ici Big Bang, c'est que quand on résout les équations d'Einstein, l'espace-temps s'arrête. C'est-à-dire, j'identifie ça, donc l'espace est fini dans cette direction-là, mais dans le temps, il y a une espèce de fond de l'espace-temps, et c'est ça ce qu'on appelle traditionnellement le Big Bang, c'est la frontière de l'espace-temps. Et à cette frontière, à ce niveau-là où on résout les équations d'Einstein, la température devient de plus en plus élevée, mathématiquement elle tend vers l'infini, et aussi la déformation par rapport à un espace plat, le fait que ces hyperboloïdes sont différents du cas simple, devient de plus en plus aussi infiniment tordu. On dit que la courbure devient infinie. Cette théorie, bon, voilà une autre représentation, est due en fait au russe Gamow, George Gamow, dans les années 40, qui a vraiment, après le chanoine Lemaître, qui a introduit ça dans les années 30, a mis toute la physique, Lemaître avait mis beaucoup de choses, sauf que, comme lui disait Einstein, vos équations sont correctes, mais votre physique est atroce, quelque chose comme ça. En français, je vois dans le texte, mais je ne sais plus le mot qu'avait utilisé Einstein. Mais Lemaître avait une idée géniale, mais Gamow a eu l'idée complète vraiment du Big Bang. Et voilà une représentation plus complète de cet espace-temps de Big Bang, alors qu'il contient toute la cosmologie.
Donc par exemple, nous sommes ici dans l'espace-temps, nous regardons l'espace-temps dans ces directions-là. Ici, j'ai la température de l'univers qui refroidit dans les tranches successives dans le temps. Ici, j'ai les particules massives qui, au bout d'un moment, alors il faut s'habituer que quand on fait un diagramme d'espace-temps, d'abord le temps varie toujours plus ou moins verticalement et l'espace horizontalement, et donc une ligne comme ça représente l'histoire d'une particule qui existe. Une particule à tout moment représente un point dans l'espace, et quand je rajoute la dimension temporelle, ce point va tracer une ligne dans l'espace-temps. Ce sont les échasses de Proust, de la dernière page du temps retrouvé. Et donc, vous avez donc toutes ces échasses-là, toutes ces particules massives qui, sous l'influence de la gravitation, qui inclut dans la théorie d'Einstein, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais la force habituelle newtonienne de gravitation est inclue dans l'équation que j'ai écrite tout à l'heure, toutes ces particules ont au départ un mouvement qui est une espèce d'expansion où elles suivent plus ou moins l'espace, et puis il y a des forces qui les obligent à retomber sur elles-mêmes et à former des structures stables qu'on appelle des galaxies. Et donc vous voyez ici la formation des galaxies successives à un certain moment de l'histoire de l'espace. Ici par exemple sont représentées la formation de trous noirs, qui sont des espèces de trous dans la toile de l'espace-temps, mais je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais le point important que je veux faire, c'est que qu'est-ce que je vais appeler dans la suite Big Bang et avant Big Bang? Je vais appeler Big Bang la partie de cette description du modèle de Gamow, du Big Bang Show, qui est fiable. C'est-à-dire la partie où on utilise une science dont on est sûr à 99,99999%, et donc qui est en plus vérifiée expérimentalement. Et donc ça ne changera jamais, essentiellement. Et je vais appeler avant Big Bang toutes les spéculations théoriques sur ce qu'il y a avant, qu'est-ce qui a donné naissance à cette espèce d'espace-temps et une structure particulière. Donc en fait, je vais arrêter ma définition de l'espace-temps quand la température de l'univers est de 100 milliards de degrés. Et ça, parce que c'est la dernière température où on a des renseignements expérimentaux. À 100 milliards de degrés, il y a des prédictions pour comment se forment les éléments légers, hélium, deutérium, et elles sont vérifiées à très grande précision. Donc on sait que la théorie, d'abord la physique est bien connue, et en plus les prédictions sont faites. Mais quand vous commencez à monter vers 1000 milliards de degrés ou encore plus, là il y a des doutes sur savoir ce qui se passe. Si vous montez encore plus en température, ça devient de plus en plus douteux. Donc en fait, tout ce qui est avant, sur des températures plus élevées, on ne le connaît pas, et pour moi, ça va être ce que j'appelle avant le Big Bang. Alors il y a un point conceptuel sur lequel j'aimerais insister, c'est quelque chose qui nous concerne tous et qu'on appelle en général l'écoulement du temps, mais que Einstein appelait l'illusion de l'écoulement du temps. Alors pourquoi? Parce que, comme il disait, pour nous physiciens croyants, ce qui veut dire physiciens croyants à la rationalité de l'univers, en tant que spinoziste, disons, ou simplement croyant que la réalité extérieure qui nous est donnée est compréhensible, pour des raisons d'ailleurs incompréhensibles, mais qu'il y a une espèce de rationalité auquel on a accès, et on fait confiance à cette rationalité. C'est-à-dire qu'on trouve une description, on dit, eh bien c'est ça, la meilleure description de la réalité que l'on a. Et bien dans la théorie d'Einstein, voilà un espace-temps concevable. Je ne suis pas en train de dire que cet espace-temps est le nôtre, mais je suis en train de dire que dans la théorie d'Einstein, cette structure que je vais décrire peut exister, et il n'y a aucune gêne logique pour qu'elle existe. Et d'ailleurs, Friedman avait lui-même déjà pensé un peu à ça, il appelait ça des univers phénix, c'est-à-dire des univers qui se détruisent dans le feu et qui en ressortent. C'est une succession de Big Bang successifs, mais où l'écoulement du temps n'est pas le même partout dans l'espace-temps. Parce qu'on a l'illusion que le temps existe, que le temps s'écoule du passé vers le futur. Mais dans l'espace-temps, ça veut dire quoi l'écoulement du temps? Ça veut dire c'est une illusion psychologique qui est liée à des faits thermodynamiques qui sont liés à l'existence de structures compliquées qu'on appelle cerveau, dans lesquelles il y a une mise en mémoire d'un certain renseignement, et il y a une dissymétrie entre la partie de l'espace-temps qui est mise en mémoire et la partie qui n'est pas mise en mémoire, et tout ça mis ensemble fait qu'il y a l'illusion que le temps s'écoule, comme si le temps existait vraiment, que si seul le maintenant existe et que le passé n'existait pas, que le futur n'existe pas encore. Mais il n'y a pas de maintenant dans un espace-temps d'Einstein. Et encore plus, vous pouvez avoir comme ça quelque chose qui est ici, un Big Bang, où la température est chaude et moins chaude là, très chaude là et moins chaude là, et où le sens de l'écoulement du temps, s'il y avait des êtres qui vivaient là-dedans, serait comme ça et serait comme ça. Donc pour ces êtres-là, ils croiraient que là c'est le passé, là c'est le futur, mais là ça serait l'inverse pour ces êtres-là. Et puis, si la matière disparaît ou des choses comme ça, le temps peut ne plus avoir de sens, parce que le temps en physique est un concept émergent, ce n'est pas un concept fondamental, le temps est une illusion émergente, et donc vous voyez, vous pouvez avoir une structure où le temps ne s'écoule pas de la même façon partout dans l'espace-temps. Ce qui est conceptuellement intéressant à garder à l'esprit. Bien.
Alors, comment se pose aujourd'hui, maintenant j'arrive vraiment au cœur de l'exposé, l'avant-Big Bang, pour reprendre un titre à la presse montante, comment se pose aujourd'hui le problème de l'avant-Big Bang? Alors, d'abord, le problème de l'avant-Big Bang pose des problèmes pratiques et des problèmes théoriques, conceptuels. Alors, les problèmes pratiques, c'est que, et c'est pour ça que j'ai arrêté la description à une certaine température, nous n'avons pas de données expérimentales sur quel était le contenu de l'univers et quel était son taux d'expansion et quelle était sa structure géométrique dans l'espace-temps pour des températures plus élevées que 100 milliards de degrés. Mais les renseignements en fait, les plus précis que l'on a, par exemple les dernières découvertes en satellite sur la structure de la lumière fossile qui vient du Big Bang, parce que je vous rappelle que le modèle de Gamow, du Big Bang Show, a été prouvé expérimentalement par la découverte en 67, des choses comme ça, par Penzias et Wilson, du fait que tout l'espace est rempli d'une lumière qui est une lumière relique qui avait été prédite par des articles de Gamow avant et de ses collaborateurs, Alfer et Hermann. Ils avaient prédit qu'il devrait y avoir que comme le Big Bang au départ était chaud, était rempli d'un gaz chaud, il devait rester dans tout l'ambiance, dans tout l'espace ambiant aujourd'hui, encore un reste de cette radiation, mais qui soit très refroidi par l'expansion. Et ils avaient prédit que sa température serait environ soit entre 1 et 5 degrés Kelvin, c'est-à-dire vers moins 270 degrés Celsius. Bien. Et ça a été observé à moins 270 degrés Celsius. Et récemment, beaucoup de résultats importants en cosmologie ont pu observer en très grand détail la structure de cette lumière qui vient du Big Bang, voir de légères fluctuations, calculer son spectre, etc. Donc mais ça, c'est des températures de 3000 degrés Celsius, qui n'est rien du tout par rapport à ce dont je parle. C'est le Big Bang très tard, ça. Moi, je vais remonter dans le temps, même si le temps n'existe pas. Alors, quels sont les problèmes conceptuels posés par la structure du Big Bang? Oui, les problèmes dont je suis en train de parler ici, c'est vraiment les problèmes de l'avant-Big Bang, c'est le fait que le Big Bang pose problème. Le Big Bang est une structure que l'on découvre, comme ça, dans l'espace, temps, et elle avait été plus ou moins prédite, mais elle avait été prédite à partir de modèles ultra simplifiés, et personne ne s'attendait à ce que ces modèles ultra simplifiés collent aussi bien à la réalité. Et le problème, c'est qu'en fait, ces modèles ultra simplifiés collent parfaitement à la réalité. Alors on dirait que les scientifiques ne sont jamais contents parce qu'ils font une prédiction, ça marche, ils ne sont pas contents. Oui, parce qu'ils aimeraient toujours comprendre plus. Il y a toujours cette recherche permanente. C'est le principe de raison, le principe hautement nécessaire d'après Leibniz, qui fait qu'on se pose toujours la question pourquoi les choses sont comme elles sont. Rien n'est sans raison. Rien ne doit être sans raison. Il faut que toute chose rende raison. Bien. Alors, pourquoi l'univers? Alors, une des grandes questions, c'est pourquoi l'univers est aussi plat et homogène? Parce qu'une fois que la théorie d'Einstein vous dit que l'espace, par exemple ici un espace à 2 dimensions peut être courbe, ici je reprends une tranche d'un espace-temps, eh bien, si l'espace peut être courbe, il devrait l'être. Après tout, il n'y a aucune raison que si l'espace en général devrait être courbe, je le trouve complètement plat. Or justement, les dernières découvertes montrent que l'espace est complètement plat. Donc ça, c'est bizarre. Et puis, en plus, il est absolument homogène. Et tout ça, même sur des distances, il est plat sur des distances qui n'ont jamais eu le temps de communiquer entre eux. C'est-à-dire quand vous regardez plus le détail, vous apercevez que l'espace est comme s'il avait été très bien repassé, mais vous ne voyez aucune trace du fer à repasser, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de communiquer. Si vous trouvez un bol qui est resté pendant des heures, un bol d'eau chaude qui est resté pendant des heures, c'est normal qu'il soit à une température uniforme, parce que la chaleur a eu le temps de se communiquer à gauche et à droite. Mais si vous sortez quelque chose qui est moitié bouillant, moitié glacé, vous n'attendez pas à ce que ça soit à la même température. Et donc quand les choses n'ont pas eu le temps de communiquer, c'est bizarre que tout ait la même température. Mais il y a d'autres raisons aussi. Pourquoi l'univers est-il d'autres problèmes? Pourquoi est-il aussi grand? Parce qu'effectivement, il y a l'espace qui a une taille de l'ordre de 10 puissance 28 cm, mais ça c'est 40 ordres de grandeur plus grand que l'échelle de longueur associée aux particules élémentaires, comme l'électron qui sont dans notre univers. Notre univers est plein de particules élémentaires qui définissent des tailles particulières, et par rapport à cette taille-là, qui est 10 11 cm, l'univers est pratiquement infiniment grand. Pourquoi est-ce qu'il y a ces grands nombres? Qu'est-ce qui a déterminé l'existence de ces grands nombres? On se pose la question. Et puis aussi, finalement, pourquoi l'univers est-il en expansion? Pourquoi aussi y a-t-il une foliation aussi précise entre espace et temps, en sens que chaque fois que je représentais l'espace-temps, je faisais des tranches comme ça, bien horizontales, et c'est vrai que dans la structure de l'espace-temps tel qu'on l'observe, il y a ces tranches qui sont bien plates au sens de la géométrie de l'espace-temps, alors qu'en général, vous pourriez vous attendre à quelque chose de complètement tordu.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette structure aussi simple? Et finalement aussi, pourquoi l'espace-temps a 4 dimensions? Pourquoi 4? Pourquoi 3, 10, etc. Donc tout ça, c'est les questions qui sont aujourd'hui des questions d'actualité. Et quelles sont les réponses? Alors d'abord, il y a un premier niveau de réponse, qui n'est pas complètement satisfaisant, mais qui tout de même fait une partie du travail d'avant le Big Bang de Gamow. C'est ce qu'on appelle l'inflation, introduite par Alan Guth et Andrei Linde essentiellement. Alors, l'inflation est une jolie idée qui a consisté à remarquer que si vous résolvez les équations d'Einstein, qui représentent la déformation d'une géométrie d'espace-temps court par rapport à une plate, en mettant dans le monde de droite un type de matière particulier, qui n'est pas le type de matière habituelle, qui correspond à un ellipsoïde, parce que j'ai représenté la densité de masse-énergie dans l'univers, mais un type de matière qui correspond aussi à un hyperboloïde, mais cette fois un hyperboloïde à 2 nappes. Vous allez me dire, je pinaille, mais il se trouve que justement, si c'est à 2 nappes versus une nappe, ça change tout. Et quand vous résolvez ça, vous apercevez que l'espace se met à grandir exponentiellement tout d'un coup au cours du temps. C'est d'ailleurs que la structure de l'espace-temps, si vous supposez que le vide, à un certain moment, que l'espace est plein d'une structure d'énergie, d'une densité d'énergie qui est de ce type-là, en vert, eh bien, vous expliquez naturellement qu'un espace infiniment petit a pu développer en un espace-temps absolument énorme. Par exemple, vous pouvez partir de 10-32 cm et vous arrivez à des tailles finalement aussi grandes que la nôtre. Et l'intérêt de cette image de l'inflation, qui suppose qu'il y a une certaine structure de la matière qui remplit l'espace, elle permet d'expliquer beaucoup de choses de l'apparition du Big Bang Show de Gamow, qui est quelque chose qui se passe après, parce qu'au départ, l'espace est vide et en fait de plus en plus froid, et puis à un moment, cet espace crée toute la chaleur et toute la matière qui existe. Donc la matière en fait ne préexistait pas, vous aviez le vide complet, en fait c'est pas vide, il y a quelque chose qu'on appelle vide mais qui n'est pas vide, mais en tout cas il n'y a pas de matière, et puis à un certain moment vous créez toute la chaleur et toute la matière. Donc déjà vous voyez, l'avant Big Bang est très différent de ce qu'il y a après, et puis la structure de cet espace-temps-là est complètement chaotique aussi en général, et la raison pour laquelle on voit un univers pas tellement simple et qui a l'air tout plat et tout normal, c'est, d'après cette théorie-là, c'est parce que nous ne voyons qu'une partie infinitésimale de tout l'espace-temps. En fait, dans cette idée-là, l'espace-temps est dans toutes les dimensions infiniment plus grand et impacté dans l'espace que ce que l'on voit, et ça explique pourquoi ça a l'air tout plat, parce que si vous regardez n'importe quelle surface courbe, mais si vous la regardez sur une zone absolument infinitésimale, elle va avoir l'air plate. Il faut aller très loin pour voir que c'est courbe, si l'échelle de variation est grande. Et en fait, c'est ce que dit cette théorie de l'espace-temps. L'espace-temps est absolument chaotique et n'importe quoi, mais nous envoyons un tout petit bout, et nous nous étonnons de le trouver plat. C'est notre faute. Nous devrions aller plus loin. Bien, donc tout ça explique pourquoi l'espace-temps est bien repassé. Parce que... Oula, ça va presser un petit. On va remonter la cravate. Bien, alors, mais ça repousse le problème, puisque pour que... D'abord, le problème sera toujours repoussé, vous en doutez, mais on va le repousser de plus en plus loin. Parce que pourquoi est-ce que l'espace a commencé comme ça? Pourquoi dans cette structure verte-là? Et quand on fait les calculs, on s'aperçoit qu'il semble qu'il faille des espèces de conditions très particulières pour que ce scénario de l'inflation marche en fait. Et c'est là où interviennent vraiment les théories tout à fait actuelles sur avant le Big Bang. Mais pour ça, je dois exposer par quoi elles sont motivées. Elles sont motivées par un des plus grands défis théoriques du XXe siècle, qui est le lien entre relativité générale et théorie quantique. Et ce défi-là peut être expliqué à partir d'équations très simples. Parce que deux des équations les plus importantes du XXe siècle sont en fait très simples à écrire. C'est la célèbre équation E égale mc2, qu'on n'explique plus, l'énergie est liée à la masse à travers le carré de la vitesse de la lumière. Mais il y a une autre équation qui est encore plus importante et beaucoup moins connue, qui est l'équation de Planck-Einstein, qui date de 1900 et 1905, qui contient aussi l'énergie, mais qui relie l'énergie non pas à la masse, mais à F, qui est la fréquence, qui est l'inverse d'un temps. Alors la fréquence, c'est si vous avez un objet qui vibre, comme un diapason, c'est une fréquence de 440 Hz, ce qui veut dire que ça fait 440 vibrations par seconde. C'est le nombre de vibrations par seconde. La période étant 1 sur 40, 440e de seconde. Et la constante H, qui s'appelle constante de Planck, est juste un facteur de conversion, comme ici la vitesse de la lumière, qui relie une énergie à une fréquence. Donc ici, vous avez des raisons générales pour croire qu'à toute énergie est associée une masse, et ici qu'à toute énergie est associée la fréquence d'un certain mouvement oscillatoire.
D'autre part, la théorie de la relativité vous dit qu'une longueur et un temps, c'est la même chose, même combat, et sont reliés par la vitesse de la lumière. La longueur est égale à, on peut être lié à un temps par la vitesse de la lumière. Donc si vous combinez ces trois équations très simples, vous remarquez que vous obtenez un lien entre masse et longueur, qui vous dit qu'à une masse, vous pouvez associer l'inverse d'un temps ou l'inverse d'une longueur. Mais le point important, c'est que c'est l'inverse. Donc ça veut dire que si vous voulez explorer des distances dans l'espace ou dans l'espace-temps qui sont très petites, si vous voulez aller voir ce qui se passe dans la physique aux très petites distances, pour faire ça, donc ça veut dire L est très petit, donc 1 sur L est très grand, il vous faut des grandes masses ou des grandes énergies, par E égale mc. Donc ça, c'est le grand secret de la physique des petites distances. Pour aller voir les petites distances, il faut des grandes masses et des grandes énergies. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique une chose remarquable pour l'unification des interactions. Parce que vous savez que par exemple des charges électriques s'attirent et qu'il y a une énergie d'interaction qui varie comme l'inverse de la distance et qui contient la charge électrique. Mais un électron et un proton s'attirent non seulement parce qu'ils ont des charges électriques, mais aussi par la gravitation. Donc il y a deux interactions entre un électron et un proton, une interaction électrique et une interaction gravitationnelle. Quel est le rapport entre ces deux interactions? Comme ils varient tous les deux de F en 1 sur R, vous pouvez calculer le rapport de ces constantes-là, et vous trouvez que ce rapport vaut 10 puissance moins 40. C'est-à-dire que la gravitation est 40 ordres de grandeur plus faible que de la force électromagnétique. Ça, c'est aux distances usuelles. Mais maintenant, regardons ce qui se passe quand vous calculez l'intensité de la force de gravitation aux petites distances. Et bien là, il se passe quelque chose de remarquable. D'abord, une des grandes découvertes du XXe siècle, c'est que si vous regardez l'intensité de l'interaction des autres interactions à part la gravitation, c'est-à-dire non seulement l'interaction électrique, mais aussi l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible, pour des théories, des raisons théoriques que je n'ai pas le temps d'expliquer, il se trouve que la puissance, l'intensité de l'interaction varie aussi, mais légèrement avec la distance, et elle est telle, vous voyez, c'est des petites variations, quand je varie de 1 cm à 10 moins 30 cm, quelque chose comme ça, mais c'est des variations significatives, et qui conduisent au fait que ces trois interactions ont la même intensité si vous allez à certaines distances assez petites. Mais qu'est-ce qui se passe pour la gravitation? La gravitation, pourquoi elle change? Eh bien, elle change parce que, pour ce que je viens de dire, quand vous essayez d'explorer des distances très petites, il faut mettre des masses très grandes. Et comme la gravitation, c'est la constante de Newton fois les masses, vous voyez que l'interaction gravitationnelle devient de plus en plus importante quand vous essayez de l'explorer à des très petites distances. Et du coup, l'intensité de l'interaction gravitationnelle se met aussi à monter rapidement quand vous allez aux petites distances. Et maintenant, il se passe quelque chose de remarquable, qui est que toutes les interactions sont en fait de la même ordre de grandeur à une distance particulière. C'est-à-dire qu'il y a conjonction de tout ça, et vous pouvez calculer à quelle distance toutes les interactions sont du même ordre de grandeur, et ça donne cette formule-là, qui contient, c'est une longueur fondamentale, qui contient la constante de Planck, la vitesse de lumière, la constante de Newton qui mesure l'intensité de la gravitation, et la charge électrique, et vous trouvez que ça vaut 10-32 cm. Pas 10-33, qui est la longueur de Planck, mais 10-32, qui est la longueur de la corde. Et ça a été un des arguments qui a suggéré une révolution théorique qui est en train de se passer, qui est liée à des travaux qui ont commencé à partir de la fin des années 60 et qui sont toujours actuellement en chantier, qui consiste à révolutionner la vision de toute la matière et toutes les interactions qu'on a depuis 2000 ans. Parce que depuis 2000 ans, depuis les Grecs, on supposait qu'il y avait des atomes et du vide, c'est-à-dire que la matière était faite d'atomes, de particules dans l'espace. Alors, donc ça, c'est une particule représentée dans l'espace à 3 dimensions. Alors en fait, on sait que depuis la théorie quantique, ce qu'on appelle particule doit être représenté par quelque chose de plus complexe qu'un point dans l'espace, parce que ce point dans l'espace doit être conçu comme existant dans une superposition d'états, c'est-à-dire qu'il n'existe pas à un point. Quand vous avez une particule, elle n'existe pas à un point dans l'espace, elle existe dans beaucoup de points dans l'espace simultanément. Elle a simplement une amplitude d'existence en des points variés, et cette amplitude, en fait, est décrite par quelque chose qui oscille, ce qu'on appelle une onde complexe. Ça, mais finalement, derrière, ça c'est la description quantique d'une particule. Cette description quantique d'une particule, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, correspond tout de même à une particule. Toute la théorie des champs en fait, et des particules du XXe siècle repose là-dessus. Sauf que la théorie des cordes consiste à dire si effectivement il y a une longueur fondamentale dans l'espace qui est telle qu'en deçà de cette longueur, la gravitation devient aussi importante que les autres interactions, eh bien il faut trouver une théorie qui inclut une longueur fondamentale et qui, espérons-le, va inclure à la fois la gravitation et toutes les autres interactions. Et cette théorie, semble-t-il, existe, même si on n'est pas encore sûr, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, et elle consiste à remplacer les objets élémentaires qui constituent la matière, qui sont en général conçus depuis 2000 ans comme des particules, par des cordes, c'est-à-dire des objets à une dimension,
vue dans l'espace, comme une membrane, un petit truc de caoutchouc élastique dans l'espace, qui vibre d'ailleurs, et qui se déplace dans le temps. Ici, je l'ai représenté que dans l'espace. Ça, c'est une vision classique d'une corde. Au niveau quantique, il faut que vous représentiez une corde comme une superposition d'états de la corde dans l'espace. Donc, j'ai essayé de représenter là, avec un mouvement ondulatoire dans l'espace des états quantiques. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais quels sont les succès de la théorie des cordes? En plus, selon la théorie de la relativité générale, avec la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il est très difficile de pouvoir faire une théorie quantique de la gravitation. En fait, c'est impossible, semble-t-il, sauf dans la théorie des cordes. Aussi, une chose, un événement qui est c'est que c'est la première fois qu'on prédit quelle est la dimension de l'espace-temps. Toutes les théories que l'on avait avant supposaient que l'espace avait ce qu'on observe, 3 dimensions, plus une dimension de temps, et il n'y avait pas de raison théorique pour avoir une temps plutôt qu'une autre. En plus, cette théorie est suffisamment riche, elle est en fait infiniment riche, pour qu'on ait l'espoir qu'elle puisse expliquer tout ce que l'on connaît. Mais il y a des problèmes. Par exemple, elle prédit la dimension de l'espace-temps, j'ai dit, mais elle prédit que la dimension de l'espace-temps vaut 10 ou 11, ce qui n'est pas exactement 4. Et donc, mais tout ça, justement, oblige à repenser l'avant Big Bang. Elle prédit aussi, j'ai dit, elle contient la théorie d'Einstein, mais elle contient plus que la théorie d'Einstein. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le fait que cette théorie contienne plus que la théorie d'Einstein va modifier ce qui se passe avant le Big Bang. Bien. Alors d'abord, une première idée, qui est vieille en fait, c'est que par exemple, ici, vous avez un exemple de théorie qui vous dit que l'espace-temps doit avoir 10 dimensions, au lieu des 3 plus 1, 3 d'espace plus 1 de temps, qui sont les 4 potentiels. C'est visiblement faux. Eh bien non, pas forcément, parce qu'il y a une vieille idée que je vais expliquer ici. Prenez un espace à 2 dimensions, un espace, hein. Par exemple cet espace peut être infini. Maintenant, prenez un espace à 2 dimensions dans lequel vous identifiez ce point-là à un point qui est très proche dans l'espace. C'est toujours un espace à 2 dimensions, parce que vous pouvez vous balader comme ça, mais dans cette direction-là, vous pouvez aller très peu loin. Donc ça veut dire que cet espace-là est équivalent à une espèce de cigarette comme ça, infiniment grande, et dans laquelle la dimension, comme ça, dans la direction Y, est très petite. Eh bien, si vous êtes un peu myope, et si vous regardez ça de loin, vous allez voir comme une ligne. Et c'est ce que dit la physique est toujours myope, puisqu'elle n'observe que les choses à certaines échelles d'énergie. Et si vous ne pouvez pas voir les choses sur des distances plus petites que quelque chose, vous allez croire que l'espace n'a qu'une dimension. Cette idée paraît simple, mais c'est ce qu'on appelle l'idée de Kaluza-Klein. Et cette idée existe. Vous pouvez faire disparaître comme ça, je vais donner un autre exemple ici, autant de dimensions que vous voulez. Et on pense aujourd'hui qu'il y a 6 dimensions de l'espace-temps, qui sont des 6 dimensions spatiales, qui sont en fait très, qu'on appelle compactifiées sur des distances très petites, qui existent, mais que l'on ne voit pas. Mais du coup, ça donne lieu à plusieurs types de modèles cosmologiques pour avant le Big Bang. Parce que si effectivement il y a 9 dimensions d'espace en tout, peut-être qu'avant le Big Bang, les 9 dimensions étaient toutes compactes, et alors il s'est passé un phénomène de hernie, disons, c'est-à-dire comme 3 dimensions se sont mis à grandir, seulement 3, et les 6 autres sont restées petites. Mais peut-être qu'en fait, avant le Big Bang, les 9 dimensions étaient très grandes, et puis tout ça s'est écroulé, et il y a 6 dimensions qui sont restées petites et 3 qui ont continué à grandir. Ou bien alors, il y a une autre, troisième possibilité, qui est celle que je vais décrire aussi. D'accord. Alors, première possibilité, c'est ce qu'on appelle le modèle du pré-Big Bang, du Benediano et Gasperini. Ça consiste ici à avoir je vais le représenter de façon graphique. Vous avez ici un espace-temps. Alors, pour la communauté du dessin, pour une fois, le temps varie verticalement, horizontalement, pardon, et l'espace horizontalement. Verticalement, toujours. Alors, ici, j'ai représenté le fait que ce truc-là pouvait être courbe, ce qui veut dire que ici, l'idée, c'est que vous avez un espace-temps à 10 dimensions, en fait, 9 dimensions d'espace et une de temps, qui contient un champ arbitraire d'ondes, qui sont les ondes les plus générales qui peuvent exister dans la théorie des cordes, qui sont plus riches que les ondes d'Einstein. Et il y a un mécanisme général qui fait que quand ces ondes se chevauchent, certaines des équations d'Einstein disent que tout ça va s'effondrer et va créer un trou noir. Mais quand vous regardez la formation d'un trou noir en théorie d'Einstein et en théorie des cordes, vous apercevez que ce qui en théorie d'Einstein représente un espace qui se contracte peut représenter un espace qui s'épand, comme un Big Bang. Et donc, il se trouve effectivement qu'il y a des solutions à l'intérieur de cette théorie à 10 dimensions où vous avez des espèces de bulles d'espace qui se créent sous la masse de ces ondes qui se propagent à 10 dimensions. Et à l'intérieur de ces bulles, la température va augmenter très rapidement jusqu'à atteindre un maximum, où d'ailleurs on ne sait pas ce qui se passe, mais on suppose que ça continue, et que là, vous créez le Big Bang. C'est juste un modèle, c'est un scénario. Mais pour dire que par exemple, notre Big Bang chaud, nous serions là, par exemple. Nous ne serions qu'une bulle
mais nous aurions un nombre infini de frères univers créés en plus grand nombre et en plus petits, et certains plus petits, certains plus grands, ailleurs dans un espace-temps qui est le même espace-temps mais qui ne peut pas communiquer avec nous. Donc ça, c'est déjà une conception possible du pré-Big Bang. Je ne suis pas en train d'affirmer de vérité, je suis en train juste de dire des scénarios possibles pour dire que tout est ouvert. Alors, une autre idée intéressante, c'est que notre univers pourrait être en fait une membrane dans un espace-temps de dimension plus grande que 4. Que la raison pour laquelle on ne voit que 4 dimensions d'espace-temps, c'est pas parce que les autres dimensions sont forcément très petites, mais c'est parce que nous sommes comme des insectes aplatis dans 4 dimensions d'espace-temps, au sens où toutes les interactions avec lesquelles nous interagissons sont confinées là-dedans. Alors effectivement, il existe des modèles, et j'en ai représenté ici, là. Vous avez un espace-temps à 3 dimensions, il y a 2 dimensions d'espace et de temps, et à l'intérieur de cet espace-temps-là, vous avez des tranches qui existent, qu'on appelle des membranes, ici, en fait ça c'est une corde, mais peu importe, qui a ici 2 dimensions d'espace-temps, donc une dimension de temps qui va comme ça, une dimension d'espace qui est comme ça, et si vous imaginez, et il y a des modèles où vraiment ça se passe comme ça, et en particulier en théorie des cordes, il y a des choses qui créent ça, la matière, qui est représentée ici marron, n'existerait que confinée là-dedans, et la lumière, c'est ça qui est important, tous les échanges d'interactions que l'on a sont aussi confinés là-dedans. Quand vous envoyez de la lumière de là à là, elle ne part pas ailleurs dans l'espace-temps, elle reste là-dedans. Et donc, notre espace-temps n'aurait que 4 dimensions parce que nous sommes tous aplatis là-dedans. Cela dit, il y a un problème là-dedans qui est que si vous échangez de la gravitation pour aller de là à là, en général, la gravitation, elle se propage aussi en dehors, parce qu'il est très difficile de confiner la gravitation, mais il y a des façons de s'en sortir en rendant ça compact ou par des modèles en mettant, de l'énergie du vide négative. Mais par exemple, pour illustrer conceptuellement qu'est-ce que c'est que cette idée d'univers membranaire change, ça peut donner une nouvelle possibilité pour l'état avant le Big Bang, que personnellement je trouve absolument pas motivé, parce qu'il y a des tas de problèmes, mais qui est conceptuellement intéressante. Je ne citerai pas le nom des auteurs. Et ce modèle consisterait à dire, voilà un espace-temps dans lequel il existait 2 de ces univers membranes qui se baladaient comme ça depuis des temps infinis, et qui un jour se sont cognés, ce qui représente ici, donc, là c'est l'espace et là c'est le temps, donc un univers membranaire comme ça, au cours du temps, ça fait quelque chose qui se rencontre, et donc ici, ils se rencontrent là, et quand vous avez la collision de 2 choses, ça dégage de la chaleur. Et donc l'idée, c'est que toute la chaleur du Big Bang, ici, aurait été créée là-dedans. Et que nous sommes là, nous voyons cette partie de l'espace-temps, et nous n'avons aucune idée qu'en dessous, il y avait des univers qui existaient avant nous, qui sont entrés en collision, et qu'en plus, il y a un univers ambiant autour. Donc ça, c'est pour indiquer que toutes les idées sont possibles. Je vais aussi indiquer, et j'arrive à mes conclusions, donc on va trop dépasser le temps, qu'un résultat récent aussi en théorie des cordes a démontré que si vous prenez au sérieux tout ce que dit la théorie des cordes, qu'il faut modifier la théorie d'Einstein, eh bien vous aboutissez à une conclusion mathématiquement intéressante, c'est que la solution générale des équations de la théorie des cordes, celle qui remplace la théorie d'Einstein, et si on se place très près d'un bord de l'espace-temps, ce qu'on appelle avant le Big Bang, disons, eh bien elle est chaotique. Chaotique veut dire que la géométrie de l'espace-temps varie de place en place de façon de plus en plus chaotique quand vous essayez d'aller vers le bord de l'espace-temps, vers le début. Là. Alors pour représenter ça, comme il est très difficile de faire un dessin avec les hyperboloïdes qui représentent vraiment la géométrie de l'espace-temps répété un nombre infini de fois, j'ai symbolisé la direction de ces hyperboloïdes, mais il manque la forme, tout ça, par des flèches simplement pour indiquer que ces hyperboloïdes, vous voyez, quand vous remontez dans le passé, ils deviennent de plus en plus orientés aléatoirement, que vous avez vers le bord inférieur de l'espace-temps, vous avez un chaos, et ce chaos est décrit au sens précis, qui est décrit par une théorie mathématique extrêmement sophistiquée. Et donc, ce chaos pourrait exister justement avant le Big Bang. Par exemple, si notre Big Bang habituel de Gamow, c'est cette partie-là que l'on voit, on voit la chaleur du Big Bang, et bien sous ça, il pourrait y avoir ce chaos au tout début, au bord, parce que je ne veux pas utiliser le mot que le temps s'écoule, le temps ne s'écoule pas, mais il y a un bord de l'espace-temps qui est ça. On n'a pas encore compris quelles sont d'ailleurs les conséquences physiques de ce chaos, mais il pourrait jouer un élément important dans les théories de l'avant Big Bang. Bien, donc j'arrive à mes conclusions. Mes conclusions sont que, d'abord, parce que je crois que je ne l'ai jamais dit, les données expérimentales les plus récentes ont complètement confirmé le modèle très simple dû à Lemaitre et Gamow d'un Big Bang homogène, spatialement plat, ce Big Bang chaud, mais que justement, donc ça, on n'a pas de doute que le Big Bang a existé dans ce sens-là, mais la simplicité du Big Bang pose un problème conceptuel profond.
l'homme veut toujours comprendre la raison de ça, donc il veut comprendre pourquoi c'est comme ça, et que la physique théorique contemporaine a complètement réouvert le problème de la description théorique du bord inférieur de notre espace-temps, l'avant Big Bang. Il y a même, par exemple, il y a 20 ans, à l'époque de l'inflation, les gens croyaient que l'inflation allait tout résoudre, que le Big Bang, il y avait Gamow, puis avant, il y avait Linde, en gros, et rien d'autre. Aujourd'hui, tout est permis. D'ailleurs, tous les jours, on invente des nouveaux scénarios. On en a encore inventé un hier avec une amie russe, par exemple. Non pas qu'il y a des chances d'être forcément vrai, mais enfin, les idées bouillonnent, et donc tout est permis. Mais le problème conceptuel fondamental est la question qu'Einstein, en tant que spinoziste, posait sous la forme suivante. Dieu avait-il le moindre choix en créant l'univers? C'est-à-dire, en termes rationnels, est-ce que nous sommes en train de parler de scénarios possibles, mais est-ce qu'au niveau de l'explication rationnelle ultime de l'univers scientifique, du point de vue de l'étang, de ce qui est représenté scientifiquement, est-ce qu'il y a une seule théorie cohérente mathématiquement qui puisse décrire l'univers? Et en particulier, est-ce que sa structure globale d'espace-temps est nécessairement décrite, ou est-ce qu'il y a du choix? Est-ce que notre Big Bang aurait pu ne pas exister? Ou est-ce qu'il n'y a pas de choix? Ou alors, la position extrême, Einstein avait tendance à croire que peut-être tout était déterminé, okay? Mais l'opposition extrême, inverse, c'est que toutes les possibilités sont réalisées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'infiniment chaotique dans la structure de la réalité. J'en ai donné des exemples et je vais en redonner, mais que à l'intérieur de ça, justement, expliquons ça, par exemple, ça c'est une représentation symbolique où vous avez un mécanisme qui peut être l'inflation, qui peut être le chaos, qui peut être autre chose, qui peut être des collisions de brins, qui, à partir de certains espaces-temps émergents, crée d'autres espaces-temps qui bourgeonnent à partir de ça, et quelque part à l'intérieur de ces espaces-temps peuvent apparaître des Big Bang chauds, et nous pourrions être là, ça c'est nous, c'est ce que nous voyons dans le passé de notre espace-temps, mais nous pourrions être aussi là, sur une brame qui est conclue à l'autre morceau, et peut-être tout ça existe. C'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres nous qui sont là, ou peut-être qu'il n'y en a pas, ou peut-être que la question du lien entre l'être et l'étang est évidemment plus subtile que tout ça. Mais le point important, c'est qu'il suffirait que dans l'ensemble extrêmement complexe de tous ces espaces-temps, il y ait des îlots, des petits morceaux d'espace-temps où des civilisations puissent s'interroger sur l'univers, puisque, alors forcément, on est dans un de ces îlots. Puisque si la plupart des îlots sont complètement vides de toute vie, peut-être que l'univers est complètement chaotique, mais alors nécessairement nous sommes un des rares endroits. On ne sait pas à l'heure actuelle si le fait de se poser la question de l'existence des civilisations et effectivement doit être pris en compte dans la théorie scientifique du Big Bang, ou si finalement Einstein avait raison et qu'il y a une seule théorie possible. Bien, ça sera pour la prochaine fois. Merci. Merci Thibaut pour ce magnifique exposé. On va passer maintenant à des questions. Alors, monsieur. Pensez-vous des idées de Luminet dans le bouquin L'univers chiffonné, les problèmes topologiques qu'il évoque? J'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas tellement. Autre question sur les corps. Y a-t-il des éléments expérimentaux qui tendraient à prouver l'existence de la théorie des cordes? Pratiquement pas. C'est surtout une cohérence théorique qui fait que la théorie des cordes, c'est le seul espoir théorique que l'on a à l'heure actuelle de pouvoir quantifier la gravitation. Les prédictions de base de la théorie des cordes, c'est que la théorie d'Einstein existe, et donc elle est confirmée, celle-là, enfin c'est plutôt une post-diction. Il y a une prédiction de la théorie des cordes, c'est la supersymétrie. La théorie des cordes a été le premier formaliste qui a montré qu'il y a besoin de la supersymétrie, c'est-à-dire une symétrie entre matière et interaction, entre force d'interaction et existence de matière. Et si cette supersymétrie est vérifiée au Large Hadron Collider européen qui va fonctionner à partir de 2005 ou 2006, ça devra admettre à l'acquis de la théorie des cordes. Mais la théorie des cordes doit continuer à se développer et doit expliquer dans le détail la physique des particules telle qu'elle est, ce qu'elle ne fait pas à l'heure actuelle. C'est une théorie qui est en chantier encore. J'avais une question là. Pourriez-vous m'indiquer ce que vous pensez de la théorie d'André Linde, qui récemment a démontré mathématiquement que l'univers est infini et le temps est éternel? Ça me semble assez logique,
Et il l'a trouvé, lui, mathématiquement. Il a découvert ça par hasard et il en est très, très convaincu. Oui, oui. Non, les idées d'André sont très intéressantes, André Linde. Il faut bien voir que ça, c'est à l'intérieur d'un cadre particulier, qui est le cadre de ces modèles dans lesquels l'inflation se passe, et que tout le problème est de démontrer pourquoi l'inflation se passe. Mais ce qu'il a démontré, c'est que quand l'inflation se passe, il se passe quelque chose comme ça, c'est-à-dire que l'inflation peut exister en répétition à l'infini. Vous avez un morceau d'espace qui inflate, et puis qui bourgeonne, et à l'intérieur de ça, il y en a d'autres qui bourgeonnent encore plus. C'est une des représentations possibles de ça. Et ça, si les conditions de l'inflation sont satisfaites, c'est vrai. Le gros problème à l'heure actuelle, c'est de comprendre est-ce qu'il y a eu l'inflation ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui le remplace en théorie des cordes. Mais il restera sans doute toujours quelque chose de ce que dit. Comment se fait-il qu'on ne sache toujours pas définir le temps? C'est un facteur, on s'en sert, tout ça, mais une définition du temps n'existe pas. Si, le temps est défini. En théorie d'Einstein, le temps est défini. Il a dit que c'était une illusion. Oui, c'est une illusion. C'est bien réel. Einstein a donné une conférence en 1922 à Paris sur ce thème. Il a discuté avec Bergson pour réouvrir le débat. Je pense qu'Einstein avait raison face à face avec Bergson. Et que le cousin de Bergson, Marcel Proust, qui était encore dans sa chambre à Paris en 1922, comprenait mieux l'espace-temps que son cousin Bergson. Quand il finissait justement en mourant les dernières pages du temps retrouvé. Encore une petite chose, excusez-moi d'abuser de votre temps, mais vous définissez des formes à l'espace. Oui. Or, pour moi, l'espace est quelque chose qui n'a pas de forme. C'est une qualité qui lui fait défaut. C'est-à-dire qu'un objet, un solide, peut avoir une forme, a une forme. Déjà, un liquide n'a pas de forme. Vous prenez n'importe quel liquide, vous le versez n'importe où, il prend la forme du contenant. Or, l'espace est dans l'univers est plein d'espace, et si l'univers peut avoir une forme, l'espace, lui, n'en a pas. Non, ça c'était ce qu'on pensait justement il y a un siècle. Déjà. Mais depuis Einstein, l'espace a une forme, d'abord, c'est sa courbure, qui est le fait que de point en point dans l'espace-temps... Mais vous avez dit qu'il était plat, finalement. Mais ça, c'est uniquement l'espace. L'espace-temps est court. Tout ce que j'ai dit, il y a une courbure d'espace-temps. Et puis d'ailleurs, si les idées que j'évoquais à la fin sont correctes, il est plat simplement parce que vous regardez un tout petit morceau d'un univers infini qui a une forme très compliquée, mais vous le regardez dans un tout petit espace, et donc vous voyez quelque chose qui a l'air plat, mais si vous pouviez voir l'ensemble, il aurait une forme qui varierait de point en point. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions. Monsieur. Qu'est-ce qui fait passer du chaos À la suite, oui. Qu'est-ce qui fait passer de l'un à l'autre? Très bonne question. On ne sait pas. On a eu une idée hier soir qui pourrait faire ça. Et je ne vais pas l'exploser maintenant. Non, c'est un problème ouvert. Ce sont deux faits. Le Big Bang existe, il faut expliquer ce mouvement-là. Le chaos existe, c'est un fait mathématique. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment il se relie. C'est des problèmes je vous ai exposé ici, non pas ce qui se faisait il y a 20 ans, mais ce qui se fait aujourd'hui. Donc si vous voulez vous contribuer, c'est bon. Toutes les idées sont... Le chaos, c'est... Mais c'est un chaos mathématiquement très précis. Il est décrit par des objets mathématiques qu'on appelle des algèbres de Kac-Moody hyperboliques. Pas celui de Heisenberg, pas celui de la Bible. C'est celui de Katz et Moody qui sont des mathématiciens. Non, je ne plaisante pas trop là-dessus. C'est un chaos qui est à la fois très désordonné et qui en même temps a une structure d'ordre très cachée. Voilà. Et on ne comprend pas encore. J'aimerais comprendre. D'autres questions? Est-ce que vous venez de nous expliquer très rapidement, il faut bien le reconnaître, c'était difficile de faire. D'accord, existe quelque part écrit dans un article ou dans un bouquin, de manière qu'on puisse le digérer un peu mieux? Non, je suis en train, avec Jean-Claude Carrière, de finir un livre de dialogue sur tout ça, entre autres. Ça sera sur toute la physique du XXe siècle, donc il y aura peut-être un petit bout de chapitre là-dessus. Dans un temps déterminé. Dans l'espace, c'est relativement fixe. Pas d'autres questions?
de commentaires. Monsieur? Comment vous espérez mesurer vos théories? Enfin, de la mesure prise sur les théories, puisque a priori c'est avant quelque chose que vous mesurez. Oui, bonne question. Je n'ai pas parlé des vérifications éventuelles de tous ces scénarios-là. Alors, d'abord, une contrainte minimale de ces scénarios, c'est d'expliquer en détail le Big Bang de Gamow tel que l'on voit. Il y a une prédiction, par exemple, que tout le monde regarde en premier, qui est que la chaleur du Big Bang que l'on observe a des fluctuations de température à l'échelle du ciel qui sont de l'ordre de 10-5, c'est-à-dire un 100 millième, qui varie comme ça aléatoirement. Et donc, il faut que dans cette théorie, il y ait quelque part quelque chose qui explique ça. Mais ça, c'est déjà observé, donc l'expliquer est une nécessité. Donc l'espoir de pouvoir, par exemple, dire c'est tel scénario de deux membranes qui entrent en collision, ou plutôt tel chaos, est lié en fait à d'autres choses qui sont les ondes gravitationnelles. La théorie d'Einstein dit que l'espace a une forme, et que cette forme, en fait, elle peut varier de point en point. C'est-à-dire c'est comme un milieu élastique, de la gelée de veau, si vous voulez, et si vous agitez la gelée de veau quelque part, ça va faire une onde de déformation de la gelée, qui est l'espace, qui se propage. Donc l'espace admet des ondes de propagation qui sont des déformations de la géométrie de l'espace, qu'on appelle ondes gravitationnelles, ou ondes d'espace-temps, et il se trouve que ces ondes-là sont... l'univers n'est jamais opaque pour elles. La lumière, par exemple, est facilement absorbée. Quand vous regardez le Big Bang, vous ne voyez pas en deçà d'un temps qui est quelque chose comme 300 000 ans après l'époque dont je parlais, vous ne pouvez rien voir avant ça. Tandis que les ondes gravitationnelles, vous pouvez remonter non seulement au Big Bang, mais avant le Big Bang. Et donc chacune de ces théories, en général, prédit un certain, ce qu'on appelle spectre, c'est-à-dire une certaine quantité d'ondes gravitationnelles par type de fréquence, qui est différente d'une théorie à une autre. Et donc, à l'heure actuelle, il y a dans le monde de grands efforts pour détecter les ondes gravitationnelles. Il y a 2 détecteurs en chantier aux États-Unis, qui s'appellent LIGO 1 et LIGO 2. Il y a en Europe un grand détecteur qui est en construction à Pise, qui s'appelle Virgo. Il y a un autre détecteur européen plus petit en Allemagne et d'autres détecteurs en Australie. On espère que dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, on arrivera enfin à détecter ces ondes de déformation de l'espace-temps. Les premières ondes que l'on espère détecter ne sont pas ces ondes qui viennent du Big Bang, c'est des ondes qui viennent de 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, qui est un problème important aussi. Mais quand la sensibilité deviendra plus grande, on espère pouvoir un petit fond de déformation de ces ondes qui pourrait venir d'avant le Big Bang. Et selon ce que l'on observe, on aura des renseignements. Donc c'est maigre, il va falloir des années pour voir ça, mais il peut y avoir d'autres prédictions que ça sur la pariogénèse, etc. Donc en principe, tous les scientifiques qui travaillent là-dedans, bon, conceptuellement c'est intéressant de changer les idées et d'essayer de trouver le modèle le plus naturel, mais tout le monde pense effectivement à faire des prédictions qui puissent être testables. Madame? Vous dites que le fait qu'il y ait 4 dimensions, ça vient du fait qu'on ne voit pas tellement en fait. Est-ce qu'il y a une explication pour le nombre d'interactions? Bonne question aussi, oui. Par exemple, en théorie des cordes, il y a un nombre maximum d'interactions qui est plus grand que ce que l'on observe. Alors, le point, c'est comme les dimensions d'espace-temps, c'est bon parce que c'est plus grand que ce qu'on observe. Donc maintenant, il suffit d'expliquer pourquoi il y en a une partie de ces interactions que l'on ne voit pas, mais il y a place pour les interactions que l'on voit. Si la théorie des cordes avait prédit qu'il y a moins d'interactions que ce que l'on observe, elle serait déjà morte. Et donc, il faut trouver des mécanismes, et il y en a, parce que par exemple, il se trouve que l'interaction qu'on appelle l'interaction nucléaire faible, elle est faible, alors qu'elle est aussi forte que les autres en vrai, mais elle est faible parce qu'à grande distance, elle est écrantée par des phénomènes d'écrantage du vide qui fait qu'elle ne se propage pas à une certaine distance. Et donc, il est tout à fait possible qu'il y ait des tas d'interactions comme ça qui existent si vous les regardiez à des dimensions infinitésimales, mais qu'aux dimensions où on a testé la physique, s'évanouissent comme ça en fonction de la distance. Ça, c'est les idées que l'on a à l'esprit. Mais c'est effectivement un problème important pour la théorie des cordes de prédire dans le détail pourquoi finalement on voit les interactions qu'on voit. Et il est possible, dans ce schéma cosmologique qui était celui de la fin, que par exemple l'univers soit multiple, soit en fait un multivers et non pas un univers, et que dans chaque branche de l'univers, où peut-être il peut exister des civilisations différentes, ces physiciens-là voient des interactions différentes. Parce qu'il est possible que le Big Bang ait une espèce de loterie qui peut sélectionner des possibilités d'univers qui aient un nombre d'interactions différentes. Donc soit on trouve un argument logique pour dire il ne peut exister que les interactions que l'on connaît, U1, SU2, SU3, soit on trouve plusieurs possibilités, et alors c'est la cosmologie qui choisira. Parmi les systèmes de métaphysique, est-ce que
tu penses qu'il y en a un qui se rapproche un peu plus de la théorie actuelle du temps et de l'espace parmi tous ceux qui ont été imaginés, pensés? Vaste question. Évidemment, quand on travaille sur ces sujets-là, soit on s'en fout complètement, on ne se pose pas de questions métaphysiques, ça existe, puisque on peut dire la science est une description rationnelle de la réalité, mais le reste est complètement à part. Soit je refuse de considérer que c'est intéressant, soit je rentre dans une foi traditionnelle, soit on se pose, comme moi, toujours des questions métaphysiques sur effectivement quel est intuitivement le système métaphysique qui me paraît le plus proche de ce que la physique du XXe siècle suggère, sans rien démontrer, parce que la physique est neutre, elle ne démontre pas des choses, elle suggère, et c'est à nous d'interpréter. Et de mon point de vue, un mélange d'Épictète, d'Heidegger et de l'Inde, c'est-à-dire l'Advaita Vedanta, est un bon cocktail. Madame, vous avez une question? Je voudrais savoir pourquoi on dit la théorie des cordes. Ah, pourquoi ça s'appelle théorie des cordes? Oui, parce qu'elle remplace l'objet élémentaire, qui a été toujours pendant 2000 ans un point, par un objet qui a une dimension, qui est comme un élastique, et un des noms en français pour l'élastique, c'est corde, mais c'est surtout en fait, en anglais, le premier, est-ce que c'est un anglo-saxon qui est la première fois, quand la théorie des cordes a été découverte par Veneziano, en fait, en 1968, par hasard, enfin par hasard, il cherchait quelque chose très précisément, mais il est tombé sur quelque chose qu'après on a compris être des cordes. Et quand il a écrit une formule mathématique, il ne savait pas qu'il y avait des cordes là-dedans, on s'en est aperçu après. Donc c'est le formaliste lui-même qui a dit « Oh, il y a quelque chose qui n'est pas un point, mais quelque chose qui est étendu à une dimension », et qu'en anglais on appelle string, et qu'en français il n'y a pas, le mot corde est resté comme ça. Il n'est pas terrible le mot corde, parce qu'une corde n'a pas tellement de tension, alors qu'en fait une corde c'est plutôt mou, alors que ces cordes-là ont une tension absolument énorme, de milliards et de milliards de tonnes comme ça de tension, et du coup elles vibrent à des fréquences énormes et ont des tailles microscopiques en fait. Donc c'est vraiment des objets très élastiques et très rigides enfermés à un corps. On les appelle quoi? Il y a encore peut-être une question à voir. Est-ce que ce que vous nous avez dit peut expliquer, disons, l'énergie du vide? Est-ce qu'il y a là, par exemple, à l'intérieur d'un volume de vide, des interactions de particules qui se font extrêmement rapidement? Est-ce qu'instantanément, pourrait être attaché à ce que vous avez dit? Alors, vous savez peut-être qu'en fait, le problème de l'énergie de vide, alors monsieur fait allusion au fait que récemment, les données cosmologiques ont montré que chaque centimètre cube de vide dans l'espace, si j'enlevais toute la matière, contient une densité d'énergie qui correspond à une masse de 10-29 grammes par centimètre cube, ce qui est très petit, mais qui intégré sur des tailles de l'univers devient absolument énorme. Et la question est de savoir quelle est l'origine de cette énergie. Alors, la théorie quantique, en fait, donne une explication naturelle, c'est-à-dire que la théorie quantique prédit une énergie du vide. Et le gros problème de la théorie quantique, c'est que c'est très bien de prédire l'énergie de vide, c'est prédit depuis très longtemps, mais quand vous la calculez, vous trouvez qu'elle est 120 ordres de grandeur plus grande que l'énergie observée. Donc le problème n'est pas de prédire pourquoi il y a une énergie de vide, c'est de prédire pourquoi elle est si petite que ce qui est observé. Et donc maintenant, il faut trouver un mécanisme qui puisse réduire l'énergie du vide à une quantité pratiquement infinitésimale. Et là, il y a plusieurs idées sur le marché. Ces idées concernent alors vraiment le futur de l'univers et pas le passé, sauf si ça joue un rôle. Et là, les idées, il y a plusieurs idées, mais en fait, il n'y a à l'horizon pratiquement aucun modèle qui, au jour d'aujourd'hui, semble une explication cohérente et qui a l'air naturelle de ça. Ça reste l'un des plus grands défis de la physique théorique actuelle, d'expliquer pourquoi l'énergie du vide est si petite et en même temps non nulle. Toute idée et toute suggestion est bienvenue. Bien, je crois qu'on va remercier le conférencier de nouveau.